Et bienvenue à tous dans ce premier numéro de la saison d'une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine. J'ai le plaisir de retrouver ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. À la une d'ailleurs ce mois-ci, on le voit à l'antenne, la présidentielle ivoirienne du mois d'octobre et la candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat. On aura sans doute l'occasion d'en reparler ensemble. Ziad, Fabrice Rousselot, spécialiste des questions internationales, est également avec nous. Bonsoir Fabrice, ravi de vous retrouver également. Et c'est pareil pour Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Au sommaire, donc, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir après les frappes russes massives qui ont visé l'Ukraine et fait au moins 23 morts. L'Ukraine au cœur aujourd'hui du 26e sommet franco-allemand de Toulon. Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont annoncé tout à l'heure qu'ils fourniront davantage de défense antiaérienne à l'Ukraine. L'occasion aussi pour Paris et Berlin de relancer leur tandem. Mais le timing est pour le moins compliqué côté français avec une rentrée politique qui s'annonce pour le moins agitée après la décision de François Bayrou de solliciter la confiance des députés le 8 septembre. La chute du gouvernement est probable, mais François Bayrou l'affirme, tout est encore possible. Et puis, guerre au Proche-Orient, on en parlait il y a quelques instants. Israël déclare la ville de Gaza zone de combat dangereuse avant une offensive d'envergure sur la ville. La famine, elle, est à un point de rupture selon l'ONU. Pendant ce temps, 47 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Manifestation monstre cette semaine encore à Tel Aviv pour réclamer leur libération ainsi que la fin de la guerre. Et donc, premier thème d'une semaine dans le monde ce soir, la guerre en Ukraine avec cette nouvelle attaque massive cette semaine sur Kiev qui a fait au moins 23 morts. L'Union européenne a annoncé dans la foulée un 19e paquet de sanctions à venir contre la Russie et incertitude maintenant sur d'éventuels pourparlers de paix au cœur d'un bal diplomatique cet été. L'Ukraine et la menace russe au cœur également du 26e Conseil des ministres franco-allemands de Toulon. L'enjeu, c'était de faire preuve d'unité face à la Russie. Paris et Berlin ont annoncé tout à l'heure qu'ils fourniront davantage de défense antiaérienne à l'Ukraine. On va écouter tour à tour Emmanuel Macron. Ce sera juste Emmanuel Macron. Les prochains jours seront déterminants, qui marqueront la fin de la période que nous nous étions donnée avec le président Trump et le président Zelensky pour obtenir les premières rencontres. Et nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions, en même temps que nous devons contenir notre soutien. Fabrice, 629 drones d'attaque et missiles ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est la 2e plus grosse attaque depuis le début de la guerre. Au moins 23 morts, on le disait, à Kiev et de nombreux disparus également. Comment interpréter cette attaque massive de la part de la Russie à ce moment-là ? Il faut l'interpréter comme un geste de Vladimir Poutine, disant clairement qu'il ne veut pas avoir des négociations de paix. Ce qui est frappant, Emmanuel Macron là, fait mention en effet du deadline qui avait été donné donc, après la rencontre d'Anchorage. On arrive à lundi pour une rencontre entre Zelensky et Poutine. Moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'en fait, on a régressé par rapport aux espoirs qu'on avait avant l'Alaska. On pensait potentiellement que Trump allait négocier un cessez-le-feu. On est loin du cessez-le-feu, on le voit. On pensait qu'on allait commencer à discuter des garanties de sécurité. Poutine a rejeté toutes les garanties de sécurité, notamment les présences des troupes européennes sur le terrain. Donc on est complètement, encore une fois, en régression par rapport aux attentes. Donc il y a un deadline, on va bien voir ce qui va se passer. Il est clair aussi que jusqu'à présent, les sanctions n'ont pas forcé la Russie, n'ont pas obligé la Russie à quelques concessions. Alors là, il y a un 19e paquet de sanctions justement qui est annoncé. Est-ce que ça peut changer quoi que ce soit ? Alors, les sanctions commencent effectivement à frapper et à marquer en Russie. On le voit, toutes les prévisions sont plus mauvaises qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans. La croissance va être atone alors qu'elle était encore de 4%. L'inflation a peut-être baissé, mais elle reste quand même très élevée. On voit avec l'essence, les fameuses... Le pétrole manque et donc il y a des files d'attente dans les stations essence. Enfin bon, il y a des signes avant-coureurs. Mais comme tout bon régime pouvoir fort, le peuple et son mécontentement ne posent pas de problème au régime poutinien. Donc je pense que ce n'est pas ça qui peut immédiatement, en tout cas, l'amener à la table des négociations. Il décidera quand il veut aller à la table des négociations. Mais la négociation, ça veut dire quoi, au fait ? Ça veut dire la paix ? Non. Le président Trump réclame la paix.
Mais le président Poutine, lui, c'est pas son sujet, la paix. Juste 4 régions. Il veut juste il fera peut-être un accord temporaire, mais pour reprendre la guerre. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il y a maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans même, il ne vit que par la guerre. Il y a eu la guerre en Tchétchénie, il y a eu la guerre en Géorgie, il y a eu la guerre en Crimée, il n'y a que des guerres. Donc il accepte, comme en Géorgie, un cessez-le-feu, un accord, il continue à occuper une partie, 20% du territoire géorgien, tout le monde s'en moque, et puis il reprend la guerre après, ailleurs. Alors l'inquiétude qu'on a sentie, on va sûrement en parler à Toulon, c'est l'inquiétude quand même de deux hommes qui sont quand même un peu au fait des questions. Enfin, en tout cas, le président Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais enfin, maintenant, ça fait 10 ans qu'il suit l'international, donc il a un peu appris ce qui se passait. Et quant au chancelier Merz, lui, il a fait un apprentissage rapide, mais bon, les deux sont très inquiets. C'est-à-dire qu'ils se disent, même si on arrive à quelque chose à terme, dans quelques mois avec les Russes, ce n'est que temporaire. Ça repartira. Et ça repartira où ? En Europe, cette fois-ci. Ziad, Donald Trump, lui, après cette attaque massive sur Kiev, s'est dit, je le cite, pas content, mais pas surpris. À l'issue, on l'a vu, des tractations diplomatiques quand même qu'il a menées cet été, il espérait un deal rapide. Est-ce qu'il a des moyens de pression sur Vladimir Poutine ? Il en a, mais il ne les utilise pas. Donc, d'ailleurs, ça alimente toute une... ça va du complotisme à des vraies questions. Est-ce que les Russes ont quelque chose sur lui ? Est-ce qu'il a agent russe ? Ou simplement des dossiers, des compromates, comme disent nos amis ex-soviétiques. Donc bon, ça pose une vraie question. Et surtout, cette politique de réengagement des États-Unis vis-à-vis de la Russie, de replacer Poutine comme un acteur du jeu, de l'inviter, le tapis rouge, les voyages de Witkoff et autres en permanence à Moscou, c'est en fait d'avoir remis la Russie au centre du jeu diplomatique, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les Russes le prennent et ne donnent rien en échange. Et la Russie, elle poursuit un objectif. C'est vrai que c'est des guerres successives, mais ces guerres successives, c'est la réinstallation de l'Empire. C'est un grand plan. On en parlera tout à l'heure. C'est pas l'URSS, c'est la grande Russie, maîtresse de sa zone, maîtresse de son environnement, maîtresse des pays satellites qui sont autour d'elle, maîtresse d'un régime. Même si elle est quand même en recul dans le Caucase à certains égards. Oui, mais disons qu'il est porté, lui et un certain nombre de gens, par cette vision d'une Russie toute puissante dans sa zone et d'un acteur international puissant. Et puis, l'autre impasse de Trump, c'est que il y a d'autres acteurs qu'on n'arrive pas à maîtriser. On peut pas dire aux Chinois arrêtez d'aider la Russie. On ne peut pas dire aux Indiens, à Pékin, sauf à les brutaliser comme on le fait, ce qui fait exactement le contraire. On peut pas dire aux Indiens arrêtez d'être un partenaire de la Russie. Donc cette complexité de ce monde, de ces Suds globaux, de ce monde-là, de l'implication de la Chine, c'est aussi quelque chose auquel nous, Européens, on n'a pas beaucoup de prise. Et alors, je ne sais pas si les Russes iraient jusqu'à porter la guerre en Europe. Alors, c'est où l'Europe aussi ? Parce que est-ce que l'Ukraine, c'est le fait qu'ils aient touché des bureaux de la délégation européenne, c'est un hasard ou c'est un signal Non, on n'a pas d'état d'âme. Mais excusez-moi, je vais faire une comparaison un peu brutale. C'est la politique israélienne. C'est-à-dire, je tape et je vous montre que je peux taper, que je me fiche de ce que vous pouvez penser. De toute façon, vous êtes des mous. De toute façon, votre Europe, elle compte pas. Le seul qui compte, c'est le monsieur de la Maison-Blanche qui est un petit peu agité. Et la Chine, dont on parle jamais dans ce conflit, mais qui est quand même un acteur derrière la Russie. Il a quand même... Oui, pardon. On est des mous, donc. Oui, on est des mous. Alors, il a quand même une carte, Donald Trump. Il en a une, qui serait de réarmer massivement l'Ukraine, par exemple. Alors, oui, ils ne le font pas. Il ne le fera pas parce que, tout simplement,
Il y a un des débats aux États-Unis aujourd'hui où en fait la base MAGA s'inquiète de tout ça, ne veut absolument pas qu'on rentre sur le terrain de l'Ukraine, ne comprend pas non plus d'ailleurs pourquoi on se rapproche trop de Moscou également. Donc il est dans une situation politique compliquée, il ne va pas réarmer l'Ukraine. Et Vladimir Poutine, depuis le début, c'est la même chose. Même si sur le terrain il grignote 1 kilomètre, il repère, etc., lui c'est la politique de la force. Il est là, il a envahi l'Ukraine, il veut ses oblats, il ne bougera pas. Et tant qu'il n'y a pas une vraie raison pour provoquer potentiellement des négociations qui en plus seront... je suis désolé de le dire, mais peut-être des négociations de dupes, comme le disait Patricia. Combien de négociations les Russes ont-elles participé et puis après, finalement, n'ont pas respecté leurs engagements. Donc on est quand même dans quelque chose où c'est vrai, et là je rejoins Patricia, il y a une inquiétude des Européens, parce que les Européens pensent que ça peut se propager, qu'il y a une menace qui peut s'élargir. Patricia. Oui, c'est que aussi veut Trump, c'est non seulement réhabiliter un peu quand même Poutine sur la scène internationale, parce qu'il estime, je pense, que c'est un vrai leader, un vrai chef qui nécessite de gérer le monde avec lui, mais il cherche aussi à faire du business. Les pétroliers, les grands pétroliers américains repartent en Russie. Ça fait des mois et des mois que des entreprises américaines viennent, visitent, regardent, observent et voient où ils peuvent se réinvestir. Même si la situation économique n'est pas bonne et que les Américains aiment faire du business, ils cherchent à savoir si dans le cadre d'accords, ils pourraient faire des affaires. Et c'est bien ça aussi que regarde Trump. Alors à un moment donné, si ça ne marche pas avec l'Ukraine, il va tout envoyer balader, il va dire aux Européens, c'est à vous de gérer. Et puis comme il aura réengagé un dialogue néanmoins avec Poutine, il va pouvoir faire les affaires, faire sa Trump Tower à Moscou, ce dont il rêve. Ça repose la question de l'autonomie stratégique européenne sur laquelle on tourne en rond depuis des mois et des années. Et puis, je pense aussi, excusez-moi de le redire, c'est que la Russie est tributaire de ses alliés. Vous imaginez que la Russie a besoin de la Corée du Nord quand même. C'est pas anecdotique. La Corée du Nord, bon, ok, mais c'est pas non plus le titan, certes nucléaire, mais c'est pas le titan de la planète. On a besoin de la Chine. C'est-à-dire que cette politique de puissance, elle ne tient que parce qu'ils ont réussi à faire des alliances stratégiques dans leur espace pour dire ce qu'on ne veut pas, c'est une Amérique toute puissante, et ce qu'on ne veut pas, c'est une Europe autonome. Il faut au contraire que cette Europe soit au pire neutralisée, une espèce de marché sympathique qu'on pourra démanteler si on veut. C'est pour ça que c'est une question. Vous parliez de l'inquiétude de Merz et d'Emmanuel Macron. C'est une vraie question existentielle pour nous. C'est qu'ils ont mis le nucléaire. Ils ont mis le nucléaire aujourd'hui à l'agenda comme jamais auparavant. Voilà, en disant, voyons s'il y a une stratégie à développer. Les analystes et experts commencent à parler potentiellement d'avoir des ogives nucléaires françaises en Allemagne, ce qui serait une révolution historique et culturelle et tout ce qu'on veut. Donc il y a cette inquiétude qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est bien là. Les Européens voient bien que pour l'instant, personne ne peut faire céder Poutine et qu'il a, oui, cette volonté d'un empire, et que pour l'arrêter, ça va être très compliqué. Alors, les dessins sur ce premier thème. Oui, je vais vous montrer 3 dessins. On va commencer par ce dessin du dessinateur français Hector, qu'on va voir à l'antenne, sur justement ce conseil franco-allemand à Toulon. Alors j'aime bien parce que le dessinateur a convoqué, vous savez, avec une certaine nostalgie d'ailleurs, cette image célèbre de Mitterrand et Helmut Kohl qui en 84 se serraient la main à Verdun. Et bien là, l'heure est à la défense et non plus à la réconciliation allemande. Et vous voyez en fond évidemment la mère patrie, la statue de la mère patrie Ukraine. Donc voilà ce que donnent les rencontres franco-allemandes de nos jours. Un deuxième dessin qui nous vient du dessinateur ukrainien Kazanevski, dont on a montré évidemment beaucoup de dessins, qui montrent à quel point aussi la coalition allemande, sur notamment la question de l'envoi des troupes au sol, est sur un équilibre fragile, parce qu'il n'y a pas évidemment d'accord, il n'est pas question pour l'instant encore d'envoyer des troupes au sol, mais le chancelier
a quand même déjà avancé quelques pions là-dessus. Donc c'est un équilibre fragile. Vu d'Ukraine, c'est intéressant à regarder. Et puis pour terminer, ce dessin avec une petite touche un petit peu plus légère du dessinateur brésilien Amorim. Pendant ce temps-là en Ukraine, on l'a dit avec toute l'ironie du monde, les pourparlers de paix progressent, n'est-ce pas? On l'a dit, au moins 23 morts dans cette nuit sur Kiev. Et voilà, on a celui qui se rêve en prix Nobel de la paix qui peut ne pas être très content parce que les colombes de la paix, elles ont une drôle de forme sur ce dessin. Merci beaucoup Laure pour ces dessins. On évoquait donc le sommet franco-allemand de Toulon à l'instant, sommet sur lequel a plané l'ombre d'une rentrée politique française qui s'annonce une nouvelle fois très agitée avec la décision de François Bayrou de solliciter la confiance des députés le 8 septembre prochain. La chute du gouvernement est probable puisque les oppositions refusent à ce stade de lui accorder la confiance. Mais François Bayrou l'affirme, tout est possible d'ici au 8 septembre. Il se dit même convaincu que la question de l'endettement commence, je cite, à travailler dans l'opinion. C'était ce jeudi face au MEDEF. On va l'écouter. Je suis certain que tout peut bouger dans les 11 jours qui viennent, à condition qu'on s'engage, à condition qu'on n'ait peur de rien et à condition qu'on soit prêt à mettre en jeu les avantages, les responsabilités qu'on pourrait trouver. Ziad, Paris... très risqué quand même, a priori la chute du gouvernement est plus que probable. C'est presque épiphénoménal. Le sort du Premier ministre, c'est presque épiphénoménal par rapport à la crise politique de ce pays qui quand même s'aggrave de mois en mois, presque d'année en année, par la perte d'autorité. Je ne parle pas d'une autorité dictatoriale, autoritaire, je parle de l'autorité de l'État, du gouvernement. Un président qui... Il n'y a rien à faire... Plus le temps passe, moins il sera président parce que c'est la nature d'un deuxième mandat. Et en tout cas, il va rester en place jusqu'au bout, il l'a dit. Oui, mais en place jusqu'au bout, il va y avoir des élections, les gens vont commencer. Les gens vont commencer, ils commencent déjà tous à se préparer. Donc les présidents se dévitalisent, il n'y a rien à faire. Donc à la tête, en haut, il y a une dévitalisation. À l'Assemblée nationale, il y a une dévitalisation. Il y a des réformes qui ne se font plus. Il y a ce pays qui, chaque rentrée, nous fait un cirque absolu, excusez-moi, de la rentrée sociale. Alors, c'est devenu une espèce de tradition folklorique, le 8, le 10, le 12 septembre, on va se mettre en grève, on va tout péter, etc. Et à un moment... c'est le charme de la France. Non, parce qu'on a la guerre à nos portes, parce qu'on a 40 millions... Enfin, je sais pas, il y a un problème de gestion de ce pays, parce que, qu'est-ce qu'on dit à des gens... Moi, je veux bien, les boomers, tous, qu'on a volé l'argent de ce pays, il ne faut pas charrier. Moi, je n'ai pas vu de l'argent rentrer dans mes poches, j'ai vu beaucoup d'argent sortir de mes poches. Non, mais je trouve que franchement, il y a une perte de... il y a une perte de la raison de dire, voilà, ça c'est la France, on est la 5e, 6e puissance du monde, on a quand même d'énormes avantages, on a des forces, on a des puissances, on a un modèle en crise, il faut qu'on s'y mette, et au lieu de ça, on a un cirque permanent d'hommes politiques de gauche et de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche. Est-ce que quelqu'un a proposé, est-ce que vous avez entendu autre chose que le plan Bayrou qui vaut ce qu'il vaut? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas rentré dedans, mais est-ce que quelqu'un d'autre a dit, moi, j'ai une idée? On attend. Après, il a refusé du coup le débat. Non, mais alors, est-ce que les socialistes, qui sont censés être des gens raisonnables, est-ce qu'ils ont proposé quelque chose? Est-ce que la droite républicaine, pour peu ce qui reste de cette droite républicaine, est-ce qu'ils proposent quelque chose? Est-ce que la droite, l'extrême droite de la droite propose quelque chose? Enfin, je veux dire, les filles, on n'entend rien, hein, c'est que du... Moi, je pense qu'il y a, enfin, on est face à une crise d'un modèle politique et on n'en sort pas. C'est la 4e République. Voilà, au-delà du Premier ministre, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, la perspective après, c'est la même que maintenant. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, qu'il saute ou qu'il saute pas, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée. Donc, moi, ce que j'entends autour du président Macron, et je trouve ça un peu alarmant, c'est qu'on dit déjà qu'on commence à jouer la montre. Enfin, on est quand même à 1 an et demi des élections présidentielles. Donc, on explique, certains experts expliquent que peut-être que le président prendra quelques semaines ou quelques mois pour nommer un autre Premier ministre, enfin, etc., etc., etc. Donc, si c'est ça, la politique française, c'est un vrai problème. Donc, on est en crise de modèle. Et l'autre élément, c'est qu'évidemment, on commence à inquiéter sérieusement nos voisins. Les Allemands qui titraient ce matin dans la presse allemande sur est-ce que la crise française va provoquer une crise européenne, une crise de l'euro. On commence à
à inquiéter tous les gens qui sont autour de nous. Et face aux crises qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, Gaza dont on parlera tout à l'heure, eh bien, je suis désolé, il y a une perte. On ne peut pas faire pire moment, quoi. Une perte de puissance et de porte-voix, et ça, c'est grave. Alors, on a la responsabilité de nos hommes politiques. C'est clair, on le voit. Si on vote demain, on risque d'avoir la même assemblée ou avec peut-être quelques différences, mais etc. Bon, ça, personne ne peut prévoir, mais bon. Mais le problème, je pense c'est nous qui votons, quand même, jusqu'à nouvel ordre. C'est les Français qui votent. Ah, mais c'est la gauche qui aurait... C'est les Français qui ont amené cette Assemblée au Parlement. Oui. C'est les Français qui élisent leurs hommes politiques. Et les hommes politiques, aujourd'hui, selon moi, ne proposent pourtant pas aux Français une vision de la France, un projet politique, un projet de reconstruction. Il s'accroche à des rhétoriques qui remontent aux années 80, au mieux, 80, voilà. On envoie des boucs émissaires. Alors, où c'est les riches, où c'est les boomers, où c'est les je sais plus qui. On est dans une politique de bouc émissaire. On n'est absolument pas, et je rejoins en ça un peu Ziad, on n'est pas du tout dans une démarche où on essaye de construire un projet pour la France. Pour l'avenir aussi, ne serait-ce que pour la transition écologique. France, qui dit projet parle d'avenir. Et qui dit avenir parle de nos enfants. Mais exemple avec la transition écologique qui est devenue une sorte de querelle idéologique. Alors on a l'impression qu'effectivement, il est de bon ton que la France soit ingouvernable, qu'on fasse des manifs, qu'on proteste. Tout ça flatte notre ego et en même temps nous entraîne à la catastrophe. Parce que ce qui est aussi un peu incroyable, c'est que la situation n'est pas aussi... on n'est pas au bord du suicide. C'est-à-dire que la France, c'est un pays riche, qui dépense trop, qui a besoin de restructurer la manière dont elle alloue. Oui, mais on a des ressources. C'est pas... Tu vois, quand on entend parler de la Grèce, excusez-moi, ou d'autres pays... Tout le monde a des ressources. Oui, mais... C'est quand même, excusez-moi de le rappeler, la 5e ou la 6e puissance économique mondiale, avec un PIB de 3 500 ou 3 800 milliards de dollars, qui quand même, je vous donne juste une référence. Et une dette publique, 113% du PIB. Oui, bon, enfin, les Italiens étaient à 126, ils sont descendus. Non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus, parce que en disant c'est la cata, tout s'arrête. Il faut revenir aux essentiels, c'est que ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays mal géré, c'est un pays qui ne prend pas des décisions de gestion, de réallocation de ses ressources. C'est un pays qui ne décide pas d'une réforme hospitalière d'ampleur, d'une réforme d'éducation d'ampleur. Parce qu'on est, je pense, et là on se retrouve peut-être là-dessus, on est dans le cirque politique. Cette classe politique, elle ne pense, elle ne vit. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Les Allemands, ils ne se supportent pas. La Merz et sa coalition, elle tient par un fil. Mais ils se sentent, obligés de tenir et de travailler pour répondre à des objectifs. Mais si on pouvait les laisser faire dans la cuisine, ils se mettraient sur la figure. Oui, mais du coup, ça déteint... Moi, c'est peut-être le plus grave, c'est que quand je parle autour de moi, il y a zéro confiance dans plus personne. C'est au-delà des partis maintenant. En fait, l'opinion publique considère que la bête politique, au sens presque mais c'est facile. Primaire du terme... Oui, non, mais c'est facile, oui et non, parce qu'on ne s'interroge pas nous-mêmes. On s'interroge nous-mêmes aussi, mais on s'interroge. Après, j'entends ce que tu dis. La gauche peut dire et a dit on aurait dû avoir un Premier ministre de gauche. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on regarde les hommes politiques aujourd'hui, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, etc., eh bien, cette conscience, elle n'existe plus. On a l'impression qu'on n'est pas représenté. Les gens vont descendre dans la rue, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et on voit comment ça s'est passé dans d'autres pays. C'est comme ça que Donald Trump est arrivé aux États-Unis. Donald Trump est arrivé aux États-Unis parce que les Américains n'avaient plus aucune et donc la prochaine fois un vote protestataire. Alors il y a déjà des votes protestataires qui existent un peu partout, donc il y a un danger par rapport à ça. Je suis d'accord avec Ziad sur le fait que beaucoup d'économistes disent faut arrêter de nous comparer à la Grèce, on est un pays, etc. C'est difficile, mais on n'est pas au bord du gouffre. Par contre, d'un point de vue politique, on risque d'être dans une anémie politique, et si ça dure 17 mois ou 18 mois, là c'est lamentable.
Laure, les dessins sur la rentrée politique en France. Oui, il y en a eu un certain nombre. Ça a été difficile d'en choisir, mais j'en ai choisi quand même 3. J'ai fini par en choisir 3. On commence par ce dessin de Urbs, dans son style inimitable du vite fait bien fait. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il dessine. Il trouve l'image qui décrit avec, je trouve, une certaine justesse l'état d'esprit de cette rentrée. Le blues du retour. Hein. C'est ce blues qu'on ressent tous au retour des vacances. Le GPS fait son baillerou. Il nous demande si on est d'accord avec les bouchons. Je trouve que la pirouette est savoureuse, pas besoin de commentaires supplémentaires, ça parle à tout le monde. Cet autre dessin de CAC pour l'opinion. On voit donc en arrière-plan l'opposition qui gronde, vous les aurez tous reconnus. Le mouvement du 10 septembre qui menace, on verra ce qu'il en sera, hein, parce que ça peut faire aussi pchit, hein, cette affaire. Et puis, on voit que Bayrou a quelques sueurs froides, mais en cas d'urgence, il peut peut-être avoir recours à une solution. En cas d'urgence, briser la glace. Taxe riche. Alors on dit qu'il n'y a pas forcément d'alternative, mais ceci dit, cette taxe des riches, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je ne dis pas qu'elle réglerait tout le problème, mais je me souviens d'avoir lu cet été une tribune quand même de 7 prix Nobel d'économie de la paix qui présente la taxe Zuckman comme quelque chose qui pourrait contribuer à répartir l'effort. Et dans la symbolique aussi, c'est important. Je passe ça là. Mais elle a été rejetée par le Sénat. Le message est placé. Et puis, pour terminer, un dessin du dessinateur français Soulcier. Voilà, mais on sent que tel une rockstar, il va se jeter, notre cher Premier ministre, dans le vide le 8 septembre. C'est pas sûr qu'on le rattrape en bas. Ouais, en fait, on finit par se demander s'il n'a pas vraiment envie de partir. Moi, c'est la question que je me pose. Il vaut mieux en rire, Laure. Merci beaucoup. Voilà, du rire aux larmes. Dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, la situation dans la bande de Gaza, où la famine est arrivée à un point de rupture. Selon la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, 500 000 personnes s'y trouvent dans un état catastrophique. Israël dément ses accusations, poursuit ses bombardements et prépare donc son offensive d'envergure sur la ville de Gaza. Pendant ce temps, 47 otages sont toujours détenus sur place. Manifestation monstre cette semaine encore à Tel Aviv pour réclamer leur libération ainsi que la fin de la guerre. Mais pas de quoi infléchir la politique de Benyamin Netanyahou. On va l'écouter. Je dirais une chose, ça a commencé à Gaza et ça se terminera à Gaza. Nous ne laisserons pas ces monstres là-bas, nous libérons tous nos otages, nous ferons en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Ziad, tout d'abord, cette onde de choc en début de semaine après les frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Gaza, au moins 22 morts, parmi lesquels d'ailleurs 5 journalistes, énormément de réactions, on l'a vu, et puis on s'arrête là. Non, c'est 22 morts sur 65 000 et 247 journalistes, ou 205 mais je veux dire, il y a des condamnations verbales. Oui, et mais il y a une espèce de... Bon, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il y a quand même un isolement grandissant de l'État d'Israël et du gouvernement Netanyahou sur la scène mondiale, avec un allié qui ne bouge pas et qui reste stable, qui est l'Amérique de Donald Trump. Mais bon, les relations avec l'Europe sont très dégradées. Les relations avec aujourd'hui, il y a une évolution avec la Turquie. Alors, c'est pas tout à fait lié. Non, ils ont d'autres comptes à régler. Oui, d'autres comptes à régler, mais quand même, ça veut dire que c'est aussi une puissance importante, la Turquie. Tout le Sud global. Enfin bon, c'est un pays qui est très isolé, un gouvernement qui est très isolé, y compris maintenant en partie sur la scène intérieure politique israélienne, c'est-à-dire que ça bouge un petit peu, c'est-à-dire que les gens se mobilisent, retournent dans la rue, veulent mettre fin à la guerre. Il y a aussi oui, mais ça n'infléchit pas la politique de Netanyahou. Personne ne le ferait ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Parce que je pense que le Premier ministre israélien et les gens qui l'entourent et la coalition qui gouverne sont dans une espèce de course pour atteindre leur objectif, qui est le démantèlement total du Hamas, c'est-à-dire sa défaite absolue, la destruction de Gaza et le début d'un processus de déplacement des populations massif. Je pense que c'est l'objectif et qu'ils foncent à toute vitesse parce qu'ils sentent justement que l'environnement est en train de changer et qu'il faut aller très très vite pour atteindre ces objectifs, y compris à Gaza, mais aussi dans les territoires occupés Cisjordanie, mais aussi au Liban, mais aussi
en avec Syrie. le démantèlement donc il y a une espèce de rush non-stop pour arriver, parce que le fond de tout ça, il peut y avoir de la politique, c'est quand même Benjamin Netanyahou pense qu'il rentrera dans l'histoire comme étant celui qui a recréé ce grand Israël qui était attendu. Et qui essaye même de pousser son avantage en Syrie. Mais il bombarde tous les jours. Voilà. Donc, il bombarde après avoir vu des émissaires syriens. Donc on voit bien qu'il y a un plan quand même. C'est pas uniquement la coalition, elle est fragile. Oui, certes, mais pour que ça tienne à ce point-là, ça veut dire que c'est conçu, c'est pensé. Il n'y a pas de défection massive dans l'armée. Il n'y a pas de... on entend parler d'officiers des IDF qui disent oui, peut-être. Mais oui, peut-être. Il n'y a pas une rupture de commandement quand même. D'autant qu'il y a quand même, au sein de l'opposition, il y a eu une proposition qui a quand même été mise sur la table, qui était de dire à Benjamin Netanyahou, vous pouvez vous en sortir, on s'allie, même si on n'est pas du tout d'accord, l'opposition et Netanyahou, pour que vous puissiez vous détacher de l'extrême droite et donc mener finalement des négociations de fin de guerre et de projets avec le Hamas. Mais je suis d'accord avec Ziad, je pense que Benjamin Netanyahou n'est pas du tout dans cette logique. Il est dans une logique, je crois, d'annexion de la Cisjordanie, qui va bien au-delà de la déportation de la population de Gaza, de cette recréation du grand Israël rêvé, messianique et autres. Et donc, ce qui est le plus dramatique dans cette situation, je trouve, c'est que, l'Amérique, effectivement, ne fait rien, ne dit rien, alors que bon nombre de membres de la communauté juive américaine sont très opposés à la politique qui est suivie en Israël. Et surtout, l'Europe montre son incapacité, une nouvelle fois, à prendre des mesures vis-à-vis d'Israël, alors que les mesures avaient été évoquées. C'était en particulier suspendre l'accord économique, puisqu'il y a dans cet accord une clause concernant les droits de l'homme. Donc c'était assez facile de le suspendre. Et une fois de plus, l'Europe montre qu'est-ce qu'elle est. Elle est un mauvais marché économique, empêtré dans des normes qui sont rejetées par la plupart des chefs d'entreprise et des agriculteurs et autres, et elle n'est pas capable d'avoir une politique digne de ce nom dans des moments importants de l'histoire. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, je crois aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en Israël et notre impuissance, on va le payer lourdement et très longtemps. Parce que les 3/4 du monde, effectivement, sont totalement opposés d'une façon aussi aberrante que ça soit à ce qui se passe en Israël. Et donc c'est nous qui sommes assimilés en tant que complices pour cette partie du monde et qui allons payer les conséquences, je pense. La famine, elle continue ses ravages. 500 000 personnes à présent dans un état catastrophique. La première famine, Fabrice, qui soit l'œuvre d'un pays démocratique. Par ailleurs, plus de 500 employés du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies ont demandé au Haut-Commissaire Volker Türk de qualifier la guerre de Gaza de génocide. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? On connaît le débat qui existe depuis maintenant des semaines sur le terme de famine et de génocide. Ce qui est clair, c'est que même s'il y avait 2 enfants à Gaza qui étaient tués par des bombes israéliennes, ce serait trop. Donc on est quand même, et là je rejoins mes camarades, on est dans une politique jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'il ne fera plus marche arrière, Netanyahou. Il n'a aucun intérêt à faire marche arrière. Il y a un isolement croissant sur la scène internationale, mais je suis désolé, le seul, encore une fois, et il y a des parallèles à faire avec l'Ukraine, le seul qui a la main et qui pourrait avoir une main là-dessus, c'est Donald Trump. Il ne fera rien. Si Donald Trump arrête du jour au lendemain de livrer les armes à Israël, on arrête, mais il ne fera rien. On se souvient de cette conférence de presse où tous les deux annonçaient pourquoi pas on ferait peut-être une Riviera avec Gaza. Netanyahou qui dit c'est pas une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée, Monsieur le Président. Faut se rappeler que cette idée, en fait, elle est venue des Israéliens 6 mois plus tôt qui avaient fait des spots télévisés à la télévision américaine en présentant Gaza comme une... Et donc, il y a toute cette réflexion qui existe depuis le début. Aujourd'hui, les objectifs tels qu'ils sont définis clairement par Netanyahou, c'est raser Gaza, démanteler... Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, démanteler autant que possible Hamas. Qu'est-ce qu'il en reste d'ailleurs sur place du Hamas ? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à évaluer. Je serais incapable de vous dire ce qu'il en reste. Mais l'autre partie, et là, c'est aussi qu'il faut s'inquiéter, c'est la Cisjordanie dont il propose couper en... Donc, la question qui va se poser, c'est que s'il arrive à ses fins, que fait-on de la population palestinienne ? Alors justement, mais où ?
On évoquait la Cisjordanie, donc il y a ce projet E1 de colonie qui avait été vanté il y a quelques semaines par Bezalel Smotrich, donc le ministre d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui depuis a été donc validé. Projet de colonie qui couperait littéralement la Cisjordanie en deux, donc c'est à nouveau pour empêcher la viabilité d'un éventuel État palestinien dans l'avenir. En plus, la course contre la montre est d'autant plus engagée que le président français va annoncer la reconnaissance de l'État d'Israël en septembre, qu'il ne sera de Palestine en septembre, qui ne sera probablement pas le seul. En plus, on parle des Britanniques, des Australiens, des Canadiens, enfin, on ne sait pas. Donc, mais du coup, dans ce contexte, ce serait un signal important. Ça ne va rien changer sur le fond au niveau. Non, mais symboliquement, mais c'est un vrai symbole et ça, je veux dire, dans la situation actuelle, il vaut mieux un symbole que se détourner et regarder ailleurs, si vous voulez. Bon, donc il va y avoir cette annonce qui exaspère effectivement Ben-Gvir et Smotrich, effectivement Ben-Gvir et Smotrich et d'autres, mais ça ne va pas changer ce projet. Mais ce projet dont on parle, de couper effectivement la Cisjordanie en deux, c'est un vieux projet. Et le président précédent américain, malgré tout son âge et ses sympathies qu'il avait vis-à-vis de l'État d'Israël, il ne faut pas oublier qu'il avait lui-même dit, s'il y a un sioniste dans cette pièce s'adressant à Benjamin Netanyahou, c'est moi. Enfin, il se revendiquait comme sioniste, ce qui n'est pas du tout, c'était sa légitimité à le faire. Eh bien, ce président-là avait empêché ce projet. Il avait fait pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il ne se produise pas. Donc, on voit à quel point aujourd'hui, je crois que Donald Trump, lui, il laisse faire, il s'en moque, il ne veut même pas s'en occuper, je crois. Il connaît le projet, il le laisse se dérouler parce que, ma foi, ça ne rentre pas en contradiction avec ses propres projets à lui. Ce qui est incroyable, c'est que malgré tout ce qu'on dit, etc., notre dépendance globale aux États-Unis, c'est quand même fou quand on y pense. C'est-à-dire que tant que c'était, quelles que soient ses options, mais tant que c'était une puissance raisonnable, entre guillemets, on pouvait gérer la tutelle américaine. Aujourd'hui, c'est une puissance irraisonnable. Et c'est pas. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine, il y a les nouvelles attaques sur l'Europe, sur le digital. Demain, il y a 200% de douane sur l'Inde parce que Modi s'est levé du mauvais côté de son lit. Après-demain, c'est je sais pas quoi. Et donc, il y a une espèce de dislocation de l'ordre qui vient du centre du monde et on ne peut rien faire. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est. Je parlais de la Chine tout à l'heure, parce que c'est un sujet que je trouve qu'on ne traite pas assez, qu'on ne regarde pas assez. L'autre grande puissance de ce monde en train de naître devant nous, ça me rappelle toujours cette phrase de Gramsci qu'on utilise tous un peu à la va que je te pousse, c'est entre l'ombre, enfin je ne me rappelle plus très bien, c'est dans les périodes de transition que le diable, enfin bref, le monstre. Cette Chine-là, très silencieuse, mais qui avance pas à pas, qui met ses pions, qui renforce son armée, qui se prépare d'une manière ou d'une autre à neutraliser son environnement, Taïwan, Philippines, etc. Et encore une fois, on revient à nous autres pauvres. Vous m'en parlez d'un marché un peu inefficace et d'une puissance atone. Nous autres, 360 millions d'Européens au milieu de tout ça, complètement largués. Et justement, parlons des États-Unis, je voulais juste dire un mot du Liban, puisque les États-Unis ont fait pression aussi pour désarmer prochainement le Hezbollah. Alors l'armée libanaise doit d'ailleurs présenter dans 2 jours, je crois, son plan de désarmement du Hezbollah et attend donc en échange un cessez-le-feu et puis le retrait évidemment israélien du pays. Le chef du Hezbollah refuse lui de désarmer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise sur ce front également? On l'a vu arriver assez vite, donc ça peut reprendre évidemment. L'un des éléments moi, que je trouve intéressant, notamment encore une fois par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il n'y a même plus de débat sur ces sujets-là. Avant, il y avait des débats au Congrès sur tous ces sujets. Il n'y en a même plus. Il ne se passe plus rien au niveau parlementaire américain. Donc il est seul à décider. C'est Donald qui décide, encore une fois, suivant... voilà. Et pour avoir le prix Nobel de la paix. Donc. Et voilà. Non, mais c'est un peu affolant parce que moi, ça fait un petit moment que je connais bien ce pays. J'ai toujours vu des débats assez vigoureux sur toutes les questions internationales, même si les Américains ne sont pas les premiers passionnés par l'étranger. Mais là, il n'y a rien.
Et donc, c'est affolant parce qu'en fait, c'est l'administration qui décide. Quand je dis c'est Donald, c'est un résumé, c'est les gens autour de lui et qui décident, voilà, on va faire ça et on fera ça. De la même façon qu'ils ont décidé sur l'Iran. Et après, on oublie un peu. L'Iran devait capituler, par exemple. L'Iran ne capitule pas aujourd'hui. On reparle... Pour le Liban, je serai rapide sur le Liban. Pour le Liban... tout le monde a agité la menace d'une reprise d'une guerre civile. Il n'y aura pas de guerre civile au Liban. Parce que si le Hezbollah bouge le petit doigt et veut pas avancer sur cette démarche, je pense qu'il y aura de nouveau des frappes israéliennes, même si les Américains tentent de tempérer l'enthousiasme de Benjamin Netanyahou à aller frapper le Hezbollah, parce qu'effectivement, il n'est pas totalement démantelé. Et donc, le travail n'a pas été fait jusqu'au bout, comme il n'a pas été fait jusqu'au bout en Iran. Allez, Laure, les dessins sur ce dernier thème. Oui, alors je vous montre ce dessin qui nous vient d'un dessinateur saoudien qui s'appelle Al-Abara sur la famine qui a été officiellement déclarée par l'ONU la semaine dernière, que je trouve aussi simple qu'il est poignant, parce qu'on voit que ce soignant ausculte un Gazaoui affamé et que les battements de son cœur fatigué représentent finalement 2 miches de pain. Tout simplement. Voilà qui résume de façon assez graphique le carnage en cours. Un autre dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir sur justement le cynisme de Netanyahou concernant donc le bombardement récent dont on a parlé sur l'hôpital de Khan Younes, qui est réputé être aussi un lieu de travail qui héberge des reporters. En plus de civils, de soignants, d'enfants, dit ce soldat Netanyahou, il y a des journalistes. Netanyahou qui répond « j'espère bien ». C'est sûr qu'on le sait depuis le 7 octobre, on l'a dit, plus de 200 journalistes ont péri à Gaza. L'entrée des reporters de la presse internationale est interdite. Et je vous donne rendez-vous, c'est RSF et puis Havas qui donnent rendez-vous lundi prochain, donc 1er septembre, pour une espèce de mobilisation médiatique pour justement défendre les confrères et les consoeurs qui sont sur place à Gaza, protéger les journalistes et insister pour que la presse internationale entre enfin dans l'enclave. Donc voilà ce dessin de Kroll. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur suisse de Bume, parce que la solution à 2 États n'a jamais été aussi loin qu'aujourd'hui, à moins que ce ne soit cette solution qui soit envisagée, l'État solide, qui est Israël, militairement en tout cas, face à un État liquide. La reconnaissance symbolique de Macron, effectivement, elle a son poids, mais face à l'horreur dont il est difficile de se défaire, je pense que pendant cet été, Gaza, la situation à Gaza a été très présente dans nos têtes. Voilà, ce dessin pour terminer. Oui. Et c'est ainsi que s'achève une semaine dans le monde. Merci Laure, merci Patricia, merci Ziad et merci Fabrice d'y avoir participé. Avant de se quitter, une petite pensée pour les Français Cécile Collère et Jacques Paris, toujours détenus en Iran, et ce depuis mai 2022, soit 1210 jours. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez sur France 24, point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.